Bonjour, bonjour à tous. On va commencer tranquillement pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je me présente, je m'appelle Anouk, je suis la fondatrice de Tech. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de marketing. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois freelances de notre réseau qui sont des freelances chevronnés, c'est-à-dire qui sont installés freelance depuis de nombreuses années. Et on va parler sous aujourd'hui. On va parler protection sociale, optimisation fiscale, investissement, trésorerie, patrimoine, crypto, mais aussi statut, SCI, holding, voilà, voilà. On va mettre tout ça et bref, on va parler sous. Voilà. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et nous avons Maëlys qui est juste à côté, que vous ne voyez pas, qui lira les questions et qui nous interrompra. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Bon, d'abord, bienvenue. Bienvenue d'être là. Merci d'être là, David, Paul et Lotfi. Je vais vous proposer de vous présenter, de dire depuis combien d'années vous êtes freelance, dans quel domaine technique, et préciser votre statut actuel. On va commencer par toi, David. Alors, bonjour, donc moi c'est David Breton, je suis freelance depuis environ 3 ans et demi. Justement, j'ai une double casquette parce que je fais à la fois de l'architecture du coaching sur la partie DevOps. Alors, quand je dis architecture, c'est de l'architecture informatique. Parce que justement, après, sinon, on va me poser des questions sur du BTP et ça, je sais pas. Et quel est ton statut? Alors, mon statut, comme je l'expliquais justement, j'ai une double casquette et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mon activité en deux, avec deux contrats différents que je gère séparément. Donc, j'ai une auto-entreprise dans laquelle je gère plus ma partie coaching et justement une SASU qui, elle, dans laquelle je gère ma partie architecture. Ça marche. L'autre fille, depuis combien de temps tu freelance? Dans quel domaine et quel est ton statut? Bonjour, Lotfi Lalouche. Donc, je suis freelance depuis 2 ans et demi. Je suis en EURL et je travaille dans l'expertise en cybersécurité. Ça marche, merci beaucoup. Paul, même question. Eh bien, moi, ça fait 2 ans que j'ai créé ma structure, plus ou moins, parce que je l'ai créée dans des conditions un peu particulières. Je donne aussi du conseil en cybersécurité et je suis en EURL également, comme notre fille. Ok, donc on a deux URL, une SASU et micro-entreprise. C'est bien, on a tous les statuts aujourd'hui. Super. Allez, on est parti. On est parti pour les premières questions. Vas-y, Maëlys. Première question qu'on vous a préparée. Avant de parler comment on économise les sous, déjà, on va parler prévoyance mutuelle. Est-ce que vous avez mis en place une protection sociale, chacun sur vos structures? C'est-à-dire que quand on est salarié, ce ne sont pas des choses auxquelles on réfléchit, c'est automatique. Toutes les entreprises doivent fournir une mutuelle, c'est obligatoire. Et la prévoyance, c'est la 95% des cas, on vous la propose en tant que salarié cadre. Paul, on va commencer par toi. As-tu une prévoyance? As-tu pris une mutuelle? Alors, pas encore, par contre, c'est dans les tuyaux pour cette fin d'année. J'ai pris des Tu n'as ni l'un rendez-vous. ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. J'ai pris les rendez-vous pour que à l'automne, je puisse évaluer justement, parce que je me suis intéressé au sous d'abord. Du coup, je t'invite à regarder le webinaire qu'on a fait il y a 2 semaines. Il y avait un courtier en assurance qui était là et on est rentré un peu dans le détail, en tout cas des risques que l'on prend et de ce que cela couvre. Parce que souvent, la prévoyance, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez méconnu. L'autre fois, tu as pris une prévoyance, une mutuelle? Oui, les deux. Pour la mutuelle, c'est une mutuelle loi Madelin. Donc, en gros, c'est déductible des revenus imposables, ce qui est intéressant. Et pour la prévoyance, j'ai eu plusieurs propositions, dont Swiss Life et Abeille. Ce qui est intéressant, c'est que avec Swiss Life, ça me coûte à peu près 1 000 euros par an et ça me couvre en cas d'arrêt maladie de plus de 7 jours pour compléter l'indemnité de la sécurité sociale qui est assez faible, qui est à peu près 2 500 € dans mon cas. D'accord, ça c'est une couverture pour les IGSS. La prévoyance, ça couvre aussi le décès, l'incapacité. Tu as aussi ce type de couverture ou pas? Euh, j'ai pris pour un capital décès, effectivement, pour 135 000 euros. Et l'invalidité aussi, une rente de 40 000 € par an. Ok,
Très bien, toi, t'es couvert. Là, c'est couvert à hauteur de 1 000 € par an, ce qui me semble raisonnable vis-à-vis de la couverture. C'est très raisonnable, 1 000 € par an. C'est très raisonnable. Moi, j'avais regardé, après je te passerai la parole, David, j'avais regardé, parce que du coup, je vais répondre, hein. Quand j'ai créé ma structure, alors moi, j'ai pas pris de mutuelle parce que j'étais couverte par la mutuelle de mon mari au niveau familial. Par contre, au début, j'ai regardé pour une prévoyance et prendre une prévoyance en tant qu'indépendant, c'est quand même assez cher, surtout pour avoir à peu près la même couverture que j'avais en tant que salarié. Donc, ça revenait quand même, je crois, au bas mot à 170 € par mois pour avoir une couverture, une rente éducation pour mes enfants, une couverture en cas de décès et un capital en cas d'incapacité. Et aujourd'hui, comme j'ai des salariés, ben, en fait, c'est très pratique. Je suis automatiquement sur la prévoyance collective qui est beaucoup moins chère et qui couvre beaucoup plus. Voilà, et c'est automatique en tant que mandataire d'une SAS. David, toi, tu as des enfants en plus, tu as toute une famille. Est-ce que tu as pris Oui, prévoyance et mutuelle? j'ai pris les deux et tu as un peu spoilé ce que j'allais dire parce que moi, justement, j'ai la prévoyance collective. Parce que ce que j'ai pas forcément dit aussi, c'est que sur ma SASU, j'ai une employée qui est ma femme, qui gère justement la partie secrétariat et tout, parce que effectivement, c'est très compliqué quand tu es freelance. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, je rigole, il n'y a pas forcément grand-chose, mais ça permet justement d'avoir ma femme qui travaille dans la SASU. Et donc, grâce à ça et avec la partie collective, ben, ma femme, justement, a sa mutuelle et également sa prévoyance. Et comme tu dis, ben, il y a Excellent. aussi justement les enfants et tout. Toute la famille est protégée complètement. C'est très bien. C'est très bien. On en parlait justement la semaine dernière parce que bah, nous, ici, il y a des employés, mais en fait, quand on est en SASU ou en SAS, on peut très rapidement employer en fait, effectivement, son compagnon de vie et ça permet du coup de faire les collectifs. Et les tarifs sont beaucoup plus intéressants. Bon, en tout cas, c'est bien. Bon, Paul, je t'invite à y réfléchir et à mettre des choses en place parce qu'en cas de difficulté, on se retrouve bien embêté, ce que je ne te souhaite pas. C'est déjà Ma question amorcé. suivante. Hein, c'est bien par les retraites. Allez, après tout ça, est-ce que selon votre statut, vous cotisez à la retraite classique, par retraite par répartition? Et est-ce que vous avez pris un plan personnel, un PER ou un PERCO? L'autre fille, vas-y. Oui, un PER, parce que on peut. T'entends pas très bien, excuse-moi. Oui, un PER parce que l'entreprise peut verser, donc c'est du coup du frais pour l'entreprise, verser jusqu'à 25% du salaire annuel sur le PER, déductible. En fait, c'est un frais, donc ça baisse le bénéfice. Dans mon cas, ça peut monter jusqu'à 11 000 € par an, ce qui me permet de mettre ça sur un PER qui rapporte 5% en moyenne par an, et donc d'avoir au bout de 20 ans plus de 300 000 € sortis de l'entreprise sans payer d'URSSAF dessus et d'autres cotisations tant que c'est pendant la période de versement. Je pense qu'il y a qu'en URL hein, qu'on peut avoir le PER comme ça passer sur l'entreprise. Oui, Si, on peut aussi en oui. SASU? D'accord, bah vas-y David, justement. Oui, bah, justement, SASU aussi, c'est faisable parce que justement, c'est exactement ce que je fais. Tu peux le faire et exactement pour les mêmes raisons. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'avais un PERCO quand j'étais justement en CDI, maintenant j'ai un PER. Et tu disais aussi préparer sa future retraite. Alors, comme j'ai aussi justement l'auto-entreprise, on va dire que ça me permet de cumuler des trimestres avec l'auto-entreprise, mais par contre, il ne faut pas que j'espère avoir une grosse retraite. Par contre, comme moi, ça fait que 4 ans que je me suis mis justement en société et que ça faisait plus de 20 ans que j'étais justement salarié avant, en gros, il suffit qu'à un moment, je me verse 5 années de salaire correct pour avoir cumulé mes 25 meilleures années. Donc, c'est quelque chose D'accord. que j'ai en tête, que je ferai un petit peu plus tard. Tu te verses un salaire, tu es salarié de ta propre SASU? Non, 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 justement, c'est ce que je disais. D'accord. C'est Je ce que tu cumule des disais. trimestres Ok, je avec, comprends. ouais, je cumule des trimestres Voilà. avec l'auto-entreprise. Et en SASU, en Mhm. fait, bon, de toute façon, on en parlera plus tard, parce que là, actuellement, je me verse des dividendes, mais j'ai prévu de gérer ça autrement après. Je veux pas Ça marche. spoiler. Moi, je suis en SAS et je me verse un salaire.
pas depuis le début, mais depuis que je me verse un salaire, quand on est mandataire en SAS ou en SASU, du coup, on cotise en fait pour la retraite exactement comme un salarié, y compris pour la retraite cadre, Agir Carco. Et on a également la couverture maladie et santé qui est la même qu'un salarié. Voilà, c'était juste pour préciser. En URL, c'est différent. Paul, de ton côté, est-ce que tu prépares aussi ta future retraite? Ben oui, parce que là, ça rapporte de l'argent, contrairement à la mutuelle. Donc en fait, j'ai un PER à titre personnel et un PER également ouvert au compte de la société. Les deux ont des plafonds qui sont cumulables. Donc il y a le PER personnel qui est à hauteur de 10% du plafond de la sécurité sociale, si je ne dis pas de bêtises, et le PER de la société qui prend 10% du plafond de la Sécu si jamais on se rémunère en dessous de ce plafond, et si on se rémunère au-dessus, 15% de ce qui dépasse. Donc c'est assez intéressant justement pour créer de la charge pour l'entreprise et en même temps prévoir sa retraite sur le long terme. Parce qu'un PER, du coup, ça peut être une rente retraite, mais aussi en cas de décès, c'est aussi un capital. Donc, je crois comprendre que rien n'est jamais perdu sur le PER. Tout ce qu'on a C'est ça. versé est récupérable à la fin. Tout C'est à bien fait. ça? Oui. Et ce sera imposé juste Très sur bien. le revenu au moment où l'avantage du PER à titre personnel, c'est que c'est déductible du revenu imposable. Donc, tant qu'on se verse des rémunérations, c'est intéressant de l'avoir en déduction. Et quand on se le versera en rente, parce que c'est quand même ça l'idéal et pas de décéder, quand on se le versera en rente, là, ce sera imposé que sur le revenu. Donc, si on manage ça correctement, on n'aura besoin que de ce qu'on aura besoin. Aujourd'hui, mes besoins sont plus importants parce que c'est aujourd'hui que j'achète ma résidence principale ou des propriétés pour la location. Et du coup, voilà, c'est aujourd'hui qu'il est intéressant de dépenser et de ne pas payer l'impôt sur revenu sur ces revenus-là qui me servent à préparer du coup la suite. Ok, donc je vois qu'il y a un avantage fiscal, je vois qu'il y a un avantage aussi de création de charges sur la société, que l'argent n'est pas perdu, ça vous permet de sortir de l'argent que vous récupérez plus tard. Donc je vois que tout le monde a fait ce choix-là. Vous avez à peu près quel âge pour ainsi penser à votre retraite? Vous êtes dans la quarantaine chacun? Quarantaine, oui. Ah, moi, je C'est suis ça. un petit peu plus haut, dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Très bien. Donc là, la retraite, c'est à peu près dans 15 ans. Ok, c'est dans 15 à 20 ans la retraite pour vous, à peu près. C'est ça. La Bon, bah, retraite question avant, si on a suivante. mis assez de côté. Pour parler encore un petit peu retraite, je voudrais compléter. Vas-y. La retraite également, il y a l'aspect investissement immobilier et l'aspect âge de départ à la retraite. Moi, j'ai fait une simulation. Si je continue à être salarié, il faudrait que je travaille jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite relativement faible. Donc aujourd'hui, ce que je mets en place sur le PER aussi me permet d'être beaucoup mieux couvert à la retraite que si j'avais été sur un régime salarié. Le fait de cotiser à la Girarco, c'est joli, mais ça ne rapporte rien. Donc au final, quand on a des niveaux de rémunération qui correspondent à ceux d'un ingénieur, il vaut mieux préparer sa retraite soi-même, qu'on soit salarié ou pas. La retraite par répartition n'est pas un bon système pour nous. Oui, la retraite par répartition, pour donner une idée à peu près, parce que les gens sont souvent surpris du montant de la retraite. Ils prennent effectivement les 24 meilleures années dans le privé. Et le montant qu'on a, c'est un peu la moitié de ça. Donc, si on prend un exemple, vous aviez un salaire confortable à 5 000 euros net pendant ces 24 meilleures années en moyenne, votre retraite sera de 2005. C'est à peu près ça. Donc, et en plus, si vous avez commencé à travailler tard, moi, c'est mon cas, j'ai un doctorat. Donc, effectivement, je devais aussi, moi aussi, travailler très, très tard. Alors, moi, j'ai fait le pari de l'immobilier et aussi un PER à titre personnel. Parce que Alors, comme... je peux ajouter une précision. Ce qui est très intéressant sur le PER, c'est que c'est exonéré des charges. Donc, dans l'absolu, au bout de 20 ans, j'ai fait une simulation pour moi. Si je devais verser 11 000 euros par an sur mon PER, au bout de 20 ans, j'aurais cumulé 376 000 euros.
avec les intérêts. Et surtout, au bout de 20 ans, j'aurais économisé 170 000 euros de charges. C'est quand même assez monstrueux. Et ça, c'est que les charges URSSAF. Je compte pas les impôts sur le revenu si je m'étais donné cette somme-là pour l'investir à côté. Donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant. Très, très intéressant. Donc, je vois que vous recommandez. Vous recommandez, vous recommandez à tout le monde d'y aller. Vous êtes passé pour le PER par des grands assureurs qui ont pignon sur rue, par Par un courtier. des courtiers? Oui. Ouais, D'accord. pareil, par un courtier. Moi, par un assureur qui a pignon sur rue, qui est aussi mon assureur responsabilité professionnelle. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, bah, du coup, on donne le conseil à tous les freelances d'aller voir ça et d'aller voir ce qu'ils peuvent optimiser parce que franchement, les calculs sont effectivement intéressants. Merci, Lotfi, pour les calculs. Question suivante. Donc, les excédents de trésorerie, c'est-à-dire qu'on gagne plus que ce qu'on dépense. Donc, ce qu'on dépense, c'est les charges, c'est les éventuels salaires ou rémunérations, c'est vos frais d'annuité kilométrique, d'ordinateur, de Wi-Fi, de réseau, etc. Tout ce que vous pouvez sortir. Bref, le delta entre ce qui rentre et ce qui sort, il y a un excédent de trésorerie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le placez? Par exemple, on va parler de différents placements bancaires ou de compte à terme. Est-ce que quelqu'un a fait ce choix-là ou est-ce que vous les laissez dormir tranquille? Alors, pour ma part, c'est le choix de l'immobilier en passant par une SCI, puisque le but est de transférer cette trésorerie vers une SCI. Pour l'entreprise, ce n'est pas un frais, c'est juste un mouvement de trésorerie, donc il faut quand même payer les impôts sur les bénéfices dessus, impôts sur les sociétés. Mhm. Mais une fois transféré vers une SCI, grosso modo, si on résume à 100 000 euros qui passent de l'URL vers la SCI, 70 000 euros arrivent dans la SCI parce qu'il n'y a que les impôts sur les sociétés à payer. Alors que si c'est 100 000 euros d'excédent, je me les versais directement pour après les mettre par exemple dans l'immobilier, j'aurais grosso modo 50 000 euros qui arriveraient sur mon compte après l'URSSAF et après l'impôt sur le revenu. Donc, la différence est quand même de 50% d'impôts en moins en versant cet excédent de trésorerie dans la SCI. SCI qui est possédée à 10% par la URL pour justifier le fait qu'elle mette de l'argent dessus, 90% par mois. Et ça permet d'activer l'effet levier qui fait que la SCI peut emprunter pour investir dans l'immobilier et chaque année de recommencer l'opération en versant de l'argent dans la SCI via le URL, avance de trésorerie. Et tant que cet argent arrive dans la SCI qui ne sort pas de la SCI, il n'y a aucune imposition, on ne doit rien à l'État. Même quand on perçoit des revenus locatifs, on doit toujours rien à l'État parce que l'argent ne sort pas de la SCI. Ce qui change beaucoup parce qu'en tant que personne, si je devais louer, je paierais 30% d'impôts sur les revenus locatifs. Donc si on a une perspective d'investissement sur 10, 20 ans, c'est extrêmement intéressant de placer cette avance, enfin cet excédent de trésorerie et donc de pouvoir faire un effet multiplicateur avec la banque parce que tout, si on met, alors c'est beaucoup 100 000 euros, mais en prenant 50 000 euros par an sur cette SCI, on peut aller voir la banque et demander de prêter 2 euros pour 1 euro qu'on met. Donc en fait, on a vraiment l'effet de transformation de trésorerie en multiplicateur x2. Sachant quand même qu'il faut garder en tête que si on doit vendre des biens immobiliers de la SCI, là par contre, l'entreprise va reprendre la mise qu'elle a mis à la base. Donc, ce n'est pas un don d'argent, ce n'est qu'une avance de trésorerie. Qu'en cas de vente d'immobilier, l'entreprise récupère ses billes parce qu'elle ne fait pas de don. Ok, oui, quand il y a un lien capitalistique entre deux sociétés, je vais remettre un petit peu les choses. Quand il y a un lien capitalistique entre deux sociétés, donc dans ton exemple, ton EURL possède 10% des parts d'une SCI, on peut transférer de l'argent, on peut faire des avances de C'est ça. trésorerie, on peut faire ce qu'on appelle des prêts de trésorerie, on peut transférer en fait de l'argent sans payer d'impôts, sans rien du tout. Par contre, effectivement, cet argent appartient toujours quand même à la société qui l'a C'est ça, prêté. Voilà. exactement. Donc, On a une finalement, question. tant que la SCI fait de la location et donc de l'investissement pour acheter, louer, investissement chez louer, finalement, cet argent reste dans la SCI. Il n'y a pas d'obligation de le renvoyer vers l'entreprise tant qu'il n'y a pas de vente. Ok. Et effectivement, si on sort 50 000 avec un effet de levier, avec un crédit, quand on met 50 000, on peut peut-être obtenir 100 000 euros de crédit. Avec 150 000, on peut commencer à acheter un petit appartement plutôt sympathique et faire de la location. On a une question. Oui, on a une question. Donc, y a-t-il des freelances en SASU qui investissent dans des placements boursiers? Alors, il précise qu'ils ne parlent pas de compte à terme ou d'assurance vie. Des choses plus risquées.
Non. Alors moi, avec ma SASU, Non, chez non, je ne Lotfi. fais pas je fais pas de placement boursier. Sachant que si tu le fais dans ta SASU, justement, si c'est comme pour de la crypto, tu es considéré comme professionnel. Et donc, ce qui fait que tu es imposable justement avec tout ce qui est flat tax. C'est pas forcément, je dirais, la meilleure façon de faire du placement boursier. Vaut mieux le faire à titre personnel plutôt, à mon avis, qu'à titre professionnel. Et Paul? Bon, je ne suis pas en SASU, mais non plus, je n'investis pas dans des placements boursiers. Moi, je vais panacher, parce que justement, c'est la question un petit peu de cette année, c'était la priorité pour moi par rapport encore à la prévoyance, c'est du coup d'investir mes bénéfices dans de l'immobilier, comme l'autre fille, hein, par le biais d'une SCI, mais également dans des comptes à terme. Ah. Panaché. Quel est le rendement actuel des comptes à terme que tu as fait si tu en as fait récemment? J'en ai pas encore ouvert, mais pour les comptes avec les placements les plus dynamiques, on me proposait du 8% qui était à peu près avéré sur les dernières années. Si on choisit un profil un peu plus équilibré ou un peu plus serein, on va tomber entre 5 et 3%. Alors, j'ai fait un compte à terme à un moment donné avec la société. Bon, après, c'était il y a quelques années, c'était avant l'inflation. Donc, les comptes à terme, ils étaient rémunérés à 0,1%. Donc, c'était très, très bas. Maintenant, les mêmes qui sont hyper sécurisés hein, sont à 3,5, 4%. Pour vous donner une idée, un compte à terme, c'est un compte, par exemple, il y en a qui existent d'un mois. Et tous les mois, ils sont renouvelés. Et à la fin de l'année, bah, vous touchez les fameux 0,1% sur l'année, ou maintenant c'est plutôt 3-4% de ce que vous avez placé. Et après, il y a des comptes à terme qui sont plutôt bloqués 3 mois, d'autres 6 mois. Évidemment, plus vous bloquez l'argent longtemps, plus ils sont rémunérés. Ce sont des comptes avec absolument aucun risque. Et les revenus de ces comptes à terme, par contre, sont considérés comme des revenus exceptionnels au niveau de votre société. Oui, du coup, on a une deuxième question. Il nous précise que la flat tax s'applique aussi aux particuliers. Donc, pourquoi est-ce moins intéressant de la faire via la société? Alors, la flat tax, tout va dépendre un petit peu de votre quotient familial au final. Moi, je sais que je suis à 0%, je suis au plus bas. Donc, au final, je n'ai que les 17,2% qui s'appliquent dans mon cas. D'accord. David, toi, tu as fait des placements de tes excédents de trésorerie? Alors, jusqu'à présent, je me versais tout en dividendes, ce qui est, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que c'était pas forcément la bonne chose. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu comme ce que les deux autres ont fait, c'est-à-dire en gros faire du placement immobilier. La petite différence, c'est que je vais aussi créer une holding. Le but étant de diminuer encore plus l'imposition que tu as, parce qu'au final, ton imposition sur les bénéfices, elle va pas se faire directement sur ta, comment ça s'appelle, ta SASU, mais elle va se faire au niveau de la SCI. Et je vais avoir de mémoire à peu près 5% de frais, on va dire d'imposition entre les deux, ce qui est quand même beaucoup plus bas que l'IS que tu pourrais avoir. Oui, quand on fait remonter, il y a une holding, donc une holding, c'est une société qui a pour objectif de détenir des capitaux d'autres sociétés. Quand il y a un lien, donc mère-fille, entre la holding qui est la mère et par exemple votre société sur laquelle vous travaillez qui est la fille, euh, quand on fait sortir des dividendes, bah, ces dividendes, au lieu d'être imposés à 30% avec la flat tax, ils sont imposés uniquement à 5% quand ils remontent dans la holding. Par contre, il faut Alors, payer On a une question? Oui, vas-y, l'autre fille, pardon. l'impôt sur les sociétés au niveau de la holding, on l'a remonté. Un peu ouais. plus fort, je m'excuse, j'entends pas, Je pardon. disais, en fait, il faut payer l'impôt sur les sociétés au niveau de la holding, par contre. Voilà, tout à fait. Voilà, la holding est un peu plus intéressante s'il y a plus de 2 sociétés dans l'affaire. Pour un montage entre une société et une SCI, c'est pas forcément nécessaire de passer par la holding parce que de toute façon, on a la même taxation qui va remonter. Et on a des frais de fonctionnement de la holding
qui font que c'est pas forcément le plus intéressant. La holding est sympa si on a peut-être des parts dans des entreprises à l'étranger ou si on a d'autres SCI à titre personnel, on peut peut-être plus facilement passer par une holding qui va gérer tout ça et harmoniser tout ça pour nous. Mais dans ce cas-là, voilà, il y a 3-4 sociétés qui sont en jeu, ça devient un peu plus intéressant de passer par là et d'avoir ces frais. Alors, Ok, donc ce que c'est tu le dis, but c'est que aussi, si on a juste effectivement. une SCI, on peut Mm. relier directement. Et que si par contre, on a par exemple une autre activité complètement différente, j'en sais rien, vous avez un site de e-commerce, vous pouvez faire une autre société. Et là, votre holding, elle possède votre site de e-commerce, elle possède votre activité freelance et elle possède aussi la Voilà, SCI. C'est ça que tu voilà. veux dire, Paul? Tout à fait, oui. Ok. Après, je tempérerai juste les frais de la holding. On va dire que par rapport au fonds que tu investis, c'est des sommes qui sont quand même assez faibles, qui n'impactent pas forcément trop. Ok. Effectivement, plus on multiplie les sociétés, plus on va multiplier les frais. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes d'impôts sur les sociétés, on a des tranches, hein, au-delà de 15%, on paye beaucoup plus d'impôts. Pardon, pas au-delà de 15%. Il y a une première tranche est à 15% et au-delà d'un certain montant, 42 500 cette année, je crois, on passe à une imposition à 25%, qui était à 28, qui est passée à 25. Et à partir du moment déjà, de toute façon, où on crée une holding, on se retrouve du coup à répartir notre bénéfice sur les sociétés et on peut mettre aussi en place ce qu'on appelle des management fees, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une société qui fait votre activité de freelance sur laquelle vous ne vous rémunérez pas. Par contre, la holding facture des management fees, c'est-à-dire des frais de direction, et vous pouvez ainsi remonter de l'argent également et vous payez que via votre holding. Donc après, ça, c'est des montages qui peuvent être complexes. Moi, ce que je vous invite en tout cas à faire, c'est d'aller voir un bon comptable, un expert comptable et pas un comptable, pour vous faire expliquer tout ça et voir surtout si c'est la bonne solution pour vous. Tout On à a une fait. question? Oui. Du coup, dans ce cas, pour un particulier taxé à 30%, l'inconvénient de la faire via la société disparaît, non? Des questions précises. Flat tax, c'est ça? On voit le chat. Oui, Comment il s'appelle ce beau chat? Cara. Ah. Cara, oui. Alors, puisqu'on parlait de la flat tax, c'est par rapport à l'investissement immobilier, c'est ça? Je pense que c'était par rapport au placement bancaire. Un placement. Ah, c'est toujours sur le placement bancaire? Je crois que c'est le Là, même pour fil. en revenir sur, ouais, c'est pour en revenir sur le sujet. Bah, c'est pas forcément une question simple parce que ça tout dépend en fait au niveau de vos placements, comment vous les gérez. Est-ce que vous changez justement de fonds sur lesquels vous mettez votre argent? L'imposition en fait en tant que particulier, société est gérée de manière complètement différente par l'État. L'État, il va gérer ça action par action alors que justement, en tant que particulier, ça va être géré en fait de manière plus globale. C'est aussi là-dessus que c'est beaucoup plus, il y a une grosse différence et ce qui fait que vous n'êtes pas imposé de la même façon. Ok. Bon, après, pour ces questions-là qui sont très pointues éventuellement sur la partie fiscale, encore une fois, je vous invite à vous rapprocher d'un expert comptable parce que l'intérêt pour chacun est différent, comme disait tout à l'heure David, en fonction de votre quotient familial, en fonction de votre situation. Il y a des gens qui payent quasiment pas d'impôts pour X raisons, parce qu'ils ont, bah, pas comme moi, par exemple, plein d'enfants. Et d'autres qui sont célibataires vont peut-être avoir une autre réponse qui sera optimale pour eux. Encore une fois, le but aujourd'hui, c'est de faire témoigner des gens par rapport à la situation personnelle et ce qu'ils ont fait, mais ce n'est en aucun cas des conseils génériques, mais l'idée, c'était de vous mettre un peu la puce à l'oreille pour que vous alliez prendre les informations par rapport à votre cas particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Donc, les comptes à terme, personne n'a fait. Toi, tu l'envisages, Paul. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait il y a quelques années, ce qui fait que c'était très peu intéressant. Mais par contre, j'encourage tout le monde à le faire maintenant. C'est extrêmement sûr. Et si vous avez des excédents de trésorerie, vous pouvez quand même les placer pendant 6 mois et ça vous fera des petits, hein, ça ne mange pas de pain. Et il y a des Question comptes à suivante, terme je un peu pense plus qu'on a risqués. commencé à en parler un peu, hein. Oui, l'investissement aussi dans d'autres sociétés. Alors, je pose cette question parce que je connais un freelance qui, lui, avait une activité freelance en parallèle avec l'autorisation de son employeur. Et cette activité lui permettait en réalité et uniquement d'aller investir dans des PME et dans des startups en lesquelles il croyait et qu'il voulait aider. Est-ce que l'un de vous fait ça? Alors, moi, j'ai prévu de le faire. Pour l'instant, je le fais pas.
Alors, je ne sais pas si vous suivez l'émission Qui veut devenir mon associé sur M6. Et il y a un des participants qui justement a monté une espèce de pépinière de start-up où en fait il vous propose de co-investir dans des start-up ou dans des petits PME. Vous mettez la somme que vous voulez et ça vous permet de rentrer un petit peu dans le capital. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en vision et que je vais faire certainement d'ici peu. Donc Moi, lui, en non, fait, ça ne servait qu'à ça. Son activité, en fait, freelance, servait en fait pour une petite start-up où il voulait prendre des parts, il voulait les aider. Et du coup, quand il y a eu des levées de fonds, il a investi via son activité freelance dans ces startups avec le risque, évidemment, de tout perdre. D'ailleurs, pour information, il a perdu une bonne partie de l'argent, cette startup n'ayant pas... on voit que le chat maintenant. Et il a perdu aussi. C'est le risque, hein, par contre. Par contre, je connais C'est des le gens jeu. qui ont investi ainsi et qui ont bien gagné, qui ont investi dans des petites pépites ici à Toulouse. Et leur capital, maintenant, ils touchent des dividendes parce que les sociétés marchent plutôt très fort. Et donc, c'est un pari, et c'est un pari extrêmement risqué. Question suivante. Est-ce que, alors voilà, les cryptos, les NFT. Alors, je pose la question parce que mon comptable m'a dit qu'il y a beaucoup de freelances qui étaient venus les voir pour savoir s'ils pouvaient investir en crypto ou en NFT via leur activité de freelance. Donc, c'est une question qu'ils ont régulièrement. Donc, je voulais savoir déjà si vous l'aviez fait et si vous étiez posé cette question. Alors, moi, je le fais. Vas-y. Alors, moi, Srako, David, qu'est-ce investir que en tu dis? tant que... Tu dis non? Ah, si, moi, des cryptos, j'en fais depuis 3 ans à peu près. Je le fais à titre personnel parce que justement, c'est un petit peu comme ce que j'ai expliqué sur la bourse. C'est très compliqué de le faire justement dans une SASU parce qu'à chaque fois que vous avez fait un mouvement, vous allez être imposé. C'est très compliqué. Vous allez avoir un nombre de lignes d'écriture assez colossal et c'est pas forcément l'idéal. Alors qu'à titre perso, ce qui est important, c'est qu'en fait, tant que vous ne sortez pas l'argent, tant que ça reste sur de la crypto, vous n'avez pas forcément besoin de les déclarer, sauf si vous sortez une partie, mais là, pour ça, c'est encore un autre sujet. Mais tant que ça reste sur de la crypto, en fait, vous ne payez rien. D'accord. Donc l'intérêt, c'est... Après aussi, Ouais. d'un point de vue pro, il faut faire très attention aussi. La plupart du temps, votre compte bancaire professionnel ne vous permet pas de le faire. Mm. Et Faut votre demander banque un ne vous statut autorise particulier. pas. Oui, il faut un statut Ouais. particulier. L'autre fille, tu avais une réponse là-dessus? En fait, c'est similaire à la précédente, c'est-à-dire qu'en tant que pro, c'est faisable, mais c'est difficile, compliqué, risqué. Le comptable peut vraiment s'énerver parce que faire de la comptabilité avec la crypto, c'est une prise de tête pas possible. Je le fais en tant que perso depuis plus de 10 ans maintenant. Par contre, ce que je fais, c'est que pour moi, c'est des investissements ultra risqués. C'est-à-dire que je considère qu'une fois que j'ai mis cet argent, je l'ai définitivement perdu et je compte sur le long terme. Voilà, on met de l'argent qu'on peut perdre. C'est un peu comme au casino, c'est ça? On C'est amène ça. de l'argent, on sait Ah, qu'on c'est peut tout perdre. pour moi, c'est mon casino en réalité. Donc, Moi, quand je je le le vois mets, comme je ça sais que c'est aussi. parti. Voilà. Et c'est pour Comme ça que je l'investissement aussi dans une start-up. pas. Hein. Voilà. Mhm. Ben, pour le moment, c'est pas un truc que je fais, l'investissement en start-up, mais ça peut être un truc intéressant, tout en sachant que je ne mettrai pas des grosses billes parce que je sais que je vais avoir peut-être une chance sur 10 de faire un multiplicateur et 8 fois sur 10, ça sera de la pure perte et encore une fois sur 10, je serai à peu près à égalité. Paul, de ton côté? Un peu comme les autres, la crypto à titre perso, je vois ça vraiment comme un jeu, donc c'est plus un loisir, donc moi c'est vraiment le casino. J'ai mis un peu d'argent à l'époque et je joue avec, et le but c'est pas de sortir de l'argent, c'est juste de le faire fructifier pour m'amuser, et c'est pas la somme que j'ai bloquée qui va me gêner. Et pour les sociétés, bah, du coup, c'est là où c'est intéressant, si on commence à investir justement dans des PME ou des startups, d'avoir une holding, parce que là, du coup, en effet, on peut maximiser notre gestion.
Et puis des fois, moi je vois, je croise des freelances qui veulent développer un produit. Il y a des choses auxquelles déjà aussi à titre personnel je peux croire. Et moi je trouve ça intéressant de regarder si, s'ils font des levées de fonds et qu'on puisse les accompagner, puisque s'ils récupèrent en fait de l'argent de leur connaissance, ça sera beaucoup plus facile pour eux d'obtenir un autre financement, par exemple bancaire. Voilà, si vous avez levé 50 000 euros avec des proches, avec de la famille, ce qu'on appelle la love money, vous pourrez lever beaucoup plus facilement l'argent dont vous avez besoin pour commencer à préparer votre développement de produit. Puisque là, on est sur une activité. Quand on se lance freelance, bah, ça ramène tout de suite très rapidement de l'argent. Quand on se lance dans un produit, là, il va y avoir une phase où on ne va faire que dépenser de l'argent. Ok, donc je vois que tout le monde s'y est mis sur la crypto à titre perso. Et encore une fois, c'est extrêmement risqué. C'est comme le casino, on peut tout perdre et il faut le prendre tel que la NFT, personne n'a essayé. Le côté artistique numérique, là, Non, parce que ça suit les phénomènes de mode. Donc il y a on va dire une hype, donc un attrait très important sur une durée très courte et ça se casse la gueule systématiquement très vite. Donc là, c'est pire que du casino. un effet de bulle. Un effet de bulle, mais qui éclate extrêmement vite. Moi, j'en ai un, mais c'est parce qu'on me l'a offert. Oh, c'est un singe? Non, j'ai vu qu'il y avait plein de singes. Non, c'est pas un singe. Non, c'est mon beau-frère, il a une Excellent. start-up et donc ils ont fait un NFT via sa start-up, et donc j'en ai eu un. Ça Je pense reste que une c'est manière de intéressant soutenir pour des artistes. certains artistes de créer des NFT. Par contre, investir dedans comme un placement, je pense que c'est pas du tout intéressant. Moi, je connais des personnes qui en ont créé, mais aucun qui n'ait investi dans les NFT. Et pour moi, la bulle est déjà passée. C'est comme envisager YouTuber comme carrière, c'est trop tard. Les postes sont Ouais. déjà pris et il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Le turnover, c'est comme dans le cinéma, hein. On voit encore Brad Pitt, on voit encore Tom Cruise. Ça fait 40 ans qu'ils sont là et ils n'ont pas beaucoup été déboulonnés. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux postes créés. Les NFT, c'est pareil. Oui, ça marche. Ça marche. Mais je voulais qu'on en parle quand même, parce que je vous dis, mon comptable, il avait la question, et mon comptable, il fait comme vous, il déconseille déjà fortement. Il dit, c'est de l'argent que vous pouvez perdre à tout moment, faites-le à titre personnel. Au niveau de l'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, à titre, il faut voir que quand l'outil de l'argent aussi, on parle d'argent aujourd'hui, la moindre transaction qui est faite sur votre compte bancaire professionnel doit être justifiée par A plus B, doit être validée par votre comptable, peut faire l'objet d'un contrôle URSSAF, peut faire l'objet d'un contrôle fiscal, beaucoup plus d'ailleurs qu'à titre personnel, et vous risquez beaucoup plus. Et en plus, en tant que chef d'entreprise, parce qu'en tant que freelance, on est chef d'entreprise, c'est vous qui prenez le risque. Je rajouterai un truc Question sur la suivante. crypto. Attends, j'aurais rajouté un Ouais. truc sur la crypto, c'est qu'il faut faire très attention, surtout sur la fiscalité. En France, la fiscalité sur la crypto est très compliquée, c'est hyper flou. Donc, avant de commencer à vouloir, entre guillemets, jouer avec des cryptos, renseignez-vous parce que moi, j'en connais, ils se sont amusés pendant un an à faire plein de choses. Et au moment de faire les déclarations fiscales, bah, quand ils se sont aperçus de la complexité, bah, ils ont fini, la moitié, ils ont fini sous le Xanax parce que c'est très, très compliqué. Et le risque qu'on a quand on ne prend pas bien en compte la partie fiscalité, c'est que si on fait des erreurs, il faut voir que quand ces erreurs sont découvertes, ensuite, là, ils viennent tout vérifier. Parce que si vous avez fait une erreur quelque part, vous pouvez en avoir fait ailleurs. Et là, ça va être un très gros travail. Et leur objectif, de toute façon, c'est de trouver. Et ils trouvent. Et il remonte sur plusieurs années. Exactement, sur 3 ans. Est-ce que vous avez mis en place des actions pour réduire l'imposition de votre société? On va parler donc là d'IS, d'impôt sur les sociétés, que ça soit en EURL ou en SASU. Est-ce que vous faites des choses? On a parlé du PER tout à l'heure, qui était une des pistes. Est-ce que vous avez d'autres pistes? Quand on a un employé en URL, on peut ouvrir un PE aussi pour l'employé et pour le dirigeant de l'URL. Pareil, ça fait de l'investissement pour la retraite défiscalisé, puisqu'on ne paye pas d'URSSAF, on ne paye pratiquement aucune cotisation dessus. Et dans mon cas, c'est en ayant par exemple une voiture professionnelle, puisque je fais beaucoup de déplacements professionnels. Et donc, c'est à la charge de l'entreprise. Et donc, elle est amortie sur 5 ans, donc ça baisse le bénéfice, donc l'impôt sur la société. Qui d'autre a acheté une voiture via sa société? Donc ça, c'est le choix que tu as fait, l'autre fille. Quelqu'un d'autre l'a fait, David ou Paul? Alors, moi, j'ai pas acheté, j'ai loué. Je suis parti sur une LOA.
parce que j'ai pas forcément envie d'acheter, qu'au final, en termes d'imposition, on y gagne un petit peu par rapport à de l'achat, en tout cas sur une vision à court terme. Et puis, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai pas envie de m'embêter, donc moi, une loi, ça me va très bien. Et puis, comme on dit depuis le début, là, justement, l'intérêt, c'est de réduire au maximum ton imposition et de faire baisser, au final, entre guillemets, tes bénéfices. Moins tu fais de bénéfices, moins tu vas payer d'imposition. Et toi, Paul? Pour ma part, j'ai envisagé la LOA, mais l'entreprise étant trop jeune, les banques ne m'ont pas suivi. J'ai envisagé également le prêt, tout simple, pour un achat. Pareil, les banques ont dit, malgré une banquière qui a mis tous les efforts qu'il fallait pour faire remonter, sa hiérarchie a dit non, parce que aujourd'hui, les prêts ne rapportent pas suffisamment aux banques. Du coup, j'ai acheté en comptant pour faire baisser ma trésorerie. Donc la première année, pour faire baisser mon bénéfice. Pardon. Et la première année, bon, bah, c'est pas beaucoup qui a été amorti, mais sur les années suivantes, du coup, ce sera un peu plus intéressant pour réduire l'impôt sur la société, parce que la première année, elle fait un peu mal, surtout quand on a l'URSSAF qui rattrape derrière et qui demande à avancer l'année suivante. Donc ça aussi, c'est aussi pour ça que les investissements, je ne les ai pas activés la première année, parce que je savais que j'allais être rattrapé par la patrouille à la fin du premier effectif, et que la douloureuse, il faut avoir un peu de trésorerie pour pouvoir la payer. Tout à fait. C'est quelque chose que je dis souvent aux freelances qui s'installent, c'est que la première année, en fait, alors en plus, si on est en URL, tout ce qui est URSSAF est différemment géré qu'en SASU, mais vous ne payez pas d'impôt la première année. Par contre, la deuxième année, au mois de mai, enfin, si vous avez fait un exercice, pardon, de janvier à décembre, l'année suivante, vous allez à peu près vers le mois de mai payer votre première imposition sur l'exercice fiscal de l'année précédente. Et en même temps, ils vont commencer à vous demander de payer un peu ce qu'on appelait avant les tiers provisionnels. On va vous demander de payer des acomptes sur l'impôt sur les sociétés. Donc, vous allez avoir le double effet ski school, la fameuse deuxième année. Pardon, vous allez payer les impôts de l'année d'avant et en prévisionnel tous les trimestres, les impôts de l'année suivante. Et pareil pour l'URSSAF qui peut vous demander, quand vous êtes TNS, de payer en avance ces charges-là. Vous allez payer les charges de l'année d'avant et en prévisionnel les charges de l'année suivante. Donc, il ne faut pas négliger, c'est pour ça qu'on parlait tout le temps d'excédent de trésorerie. Avoir un excédent de trésorerie quand on est freelance, c'est important et il en faut un. L'argent que vous gagnez, le but, c'est pas si vous gagnez par exemple 10 000 euros, ce n'est pas de tout sortir, de tout vous verser. Gardez suffisamment dans votre entreprise. Faites peut-être des comptes à terme pour mettre un petit peu de côté, pour pouvoir payer les impôts l'année d'avant. Ou en tout cas, c'est ce que j'avais fait. La première année, quand j'ai construit l'entreprise, j'ai provisionné en réalité les impôts de l'année suivante, enfin la double imposition, je l'ai provisionnée, mise de côté, pour qu'elle soit là et qu'elle soit prête. Et c'est vraiment à pas négliger. Et ensuite, pour la voiture, pour vous donner une idée, si vous avez une voiture, vous dépensez comptant 50 000 euros, vous n'allez pas pouvoir passer en charge en fait ces 50 000 euros. Donc, vous allez en fait payer des impôts sur cette somme-là. Déjà, vous allez avoir un plafond de ce que vous pouvez passer en termes de charges sur la voiture et vous allez l'amortir sur plusieurs années. Je crois que c'est à peu près 5 ans l'amortissement d'une voiture, Paul. C'est 5 ans, oui. Et à préciser, on Oui. paye aussi un impôt sur les véhicules de société, pour lequel on est exempté en cas de véhicule électrique. Voilà. La taxe, elle est très chère. Moi, je vois des gens, à une certaine époque, je voyais des gens freelance, ils s'achetaient une énorme voiture X6 ou un truc comme ça, un truc gigantesque. Et après, ils découvraient la taxe sur les véhicules de société, la TVS, qui est de plusieurs milliers d'euros. Sur un gros véhicule, on peut monter jusqu'à 3 à 6 000 euros par an et à payer tous les ans. Et effectivement, les voitures électriques sont exonérées. On a une question? On a deux questions, oui. Peut-on acheter tout matériel avec le compte de l'entreprise si on justifie que c'est dans le but de recherche d'études, sans vente au client? Alors, ça, De recherche et d'études, pardon. Alors, quand vous faites de la recherche et de l'étude, oui, il faut être capable de justifier. Parce que dans la question, on parle d'installer des panneaux photovoltaïques sur sa propre maison pour les tester. En cas de contrôle, les impôts vont vous atomiser. Parce qu'ils vont dire, vous avez peut-être testé, mais comment ça se fait qu'ils sont encore là-haut, les panneaux? Donc, s'ils sont dans des cartons dans les locaux après le test, il n'y aura aucun souci.
Mais si l'agent des impôts voit que ce n'est pas un test, mais juste un test, et ben, tant que ça y est, je vais les laisser, ils vont vraiment vous fracasser. Surtout si vous les avez installés et qu'en plus, c'est à vous que justement EDF va payer justement le fruit de ces panneaux solaires. Parce qu'ils Oui, vont donc parce que regarder ça là, en la premier. question, c'était installer des panneaux solaires sur sa maison, est-ce qu'on peut le faire par la société? OK. Après, on peut acheter différentes choses, il faut que ça soit justifié. Donc, vous pouvez évidemment acheter des cadeaux clients, mais il faut pouvoir justifier, donner le nom du client à qui vous les avez offerts. Et ensuite, il faut que ça soit justifié. Par exemple, nous, on a une activité de bureau, on va pas pouvoir justifier d'acheter, on va pouvoir justifier facilement d'acheter tout ce qui est papeterie, informatique, etc. Mais il y a plein de dépenses qu'on ne pourra pas justifier au niveau de la société. J'en sais rien, si j'achète une chambre froide, si j'ai une activité de restauration, oui, mais moi, si j'ai une activité de bureau et de recrutement, je ne peux pas justifier d'acheter une chambre froide. Il faut que ça soit justifié. Après, si vous avez une bonne justification, bah, tant mieux. Sauf si vous êtes mafieux. Et donc la deuxième question, c'était acheter un véhicule avec la trésorerie de la société plutôt que demander un prêt, est-ce intéressant? Mais du coup, c'est à peu près ce que vous avez répondu. Ah, acheter avec la trésorerie ou acheter avec un prêt? Paul, tu peux Non. m'expliquer pourquoi au départ, tu étais plutôt parti sur un prêt? Mais alors, le prêt, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un premier loyer majoré, ce qui nous permet de gérer l'amortissement un peu comme on l'entend. Si j'avais mis un premier loyer majoré à 30% de la valeur du véhicule, j'aurais pu du coup amortir la première année beaucoup plus que ce que j'ai pu. J'ai pu amortir seulement, je sais pas, 2 ou 3 000 euros la première année parce que j'ai acheté le véhicule en septembre. Ouais. J'aurais eu une LOA. C'est pareil, la LOA coûte un petit peu plus cher, mais on renouvelle le véhicule plus souvent. Et du coup, c'est du bénéfice en moins pour la société. Donc, il y a un calcul comme ça entre l'intérêt du bénéfice économisé et de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, ce qui n'est pas forcément le but en soi. Sauf si vraiment on veut juste ne pas payer en impôts et on préfère payer une société qui vend des véhicules. Donc moi, le choix a été le dernier, celui qui me restait, pour quand même bénéficier du véhicule pour cette année et l'amortir pour les années suivantes, vu que je fais aussi pas mal de routes. Ok. Alors, je viens un peu de manière globale. En fait, la réponse à la question sur la réduction de l'imposition de la société, plus on crée de charges sur la société de dépenses, en fait, plus on réduit l'imposition. On va prendre un exemple. À la fin de l'année, vous êtes bénéficiaire, vous avez un bénéfice de 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, vous allez être imposé, enfin, on va prendre plus que 10 000, pardon. Si vous avez un bénéfice de 100 000 euros, vous allez être imposé de 25%, donc de 25 000 euros. Mais si vous dépensez 10 000, eh ben, c'est tout bête, mais il y a 2 500 qui n'iront pas aux impôts parce que vous avez rajouté de la charge. Voilà. Donc, c'est ça la problématique. Et la voiture, la charge que l'on peut passer, elle est liée à la date de l'achat de la voiture. Si la voiture est achetée en janvier, vous allez pouvoir l'amortir beaucoup plus que si vous l'avez achetée en fin d'année. Donc, je vois des fois des gens qui achètent la voiture en fin d'année. Effectivement, on ne peut pas amortir grand-chose. Dès qu'on fait un prêt ou une LOA, la LOA aussi, on peut avoir un premier loyer majoré. Et donc, du coup, ça, c'est de la charge directe. Je connais aussi des gens qui louent carrément leur véhicule à d'autres sociétés. L'avantage d'une location, c'est que c'est même pas lié à l'amortissement, le véhicule n'est pas à vous. Donc, vous passez à l'intégralité des frais de location directement dessus. Moi, je connais une société, ils ont acheté comme ça une Kangoo en location. Et du coup, ben, l'avantage, c'est qu'on paye 500 euros par mois. Et du coup, en un an, on a amorti beaucoup plus que ce qu'on aurait amorti de manière classique. Et en plus, quand vous le payez comptant, ben, vous sortez de la trésorerie de votre entreprise. Donc, si vous laissez de la trésorerie dans votre entreprise, vous allez pouvoir la faire fructifier en gérant vos excédents de trésorerie et en les plaçant. Et en mettant une location directe, vous allez pouvoir créer de la charge et donc diminuer votre imposition. Et c'est ça un petit peu ce sur quoi normalement votre expert comptable doit vous accompagner, doit vous donner les billes pour que vous compreniez cet exercice-là et le gain que vous y avez. Mais je vois que vous l'avez compris et bien travaillé le sujet. On a d'autres questions? Oui, on en a deux. Ce qui est intéressant, donc toujours avec le compte de l'entreprise, est-ce qu'on peut effectuer des travaux chez soi pour l'aménagement dans le bureau de travail, isolation, peinture, matériel? Ah, je crois qu'il y en a un de vous qui a géré ça. Paul, tu peux témoigner? Tout à fait. Donc, en effet, j'ai fait des travaux dans la chambre que j'utilise comme bureau.
Donc, je déclare que ces bureaux sont pour mon activité professionnelle. Et du coup, bah, c'était une chambre d'enfant avec des décors d'enfants à l'époque. Et du coup, bah, la peinture, le changement du sol ont été à la charge de l'entreprise. Par contre, j'ai changé les fenêtres de mon appartement. Donc là, ça touche au bâti. Donc là, c'est plus moi, en tant que personne, à titre personnel, qui ai changé les fenêtres. Et par contre, là, j'ai pu bénéficier d'un abattement d'impôt. J'aurais pu aussi faire le changement que de cette fenêtre dans le cadre du bureau. Mais il faut savoir que en tant que je deviens bailleur en fait de ma société, et du coup, en tant que bailleur, normalement, ces travaux-là sont à la charge du propriétaire. Donc voilà, c'est un petit peu la limite qu'il y a, c'est sur les éléments, on va dire, essentiels. Donc on ne va pas casser des murs ou des choses comme ça. Le gros œuvre, c'est pas la société de le payer, vu que la société est juste locataire. Par contre, les petits travaux d'aménagement, la décoration de la pièce, le meuble, les meubles pour installer à l'intérieur, que ce soit du rangement ou autre, ça, la société peut très bien les acheter. On peut acheter un tapis, on peut acheter un bureau, une chaise de bureau également, hein. Je suis en train d'acheter aussi un fauteuil ergonomique parce que celui que j'ai ne me satisfait pas aujourd'hui, vu le nombre d'heures que j'y passe. Et ça passe sur la société, bien entendu. Ok, ok, ouais, c'est très clair. Très clair, on va passer à la fin. Je pense qu'on a à peu près terminé. Il nous reste encore des questions, Maëlys? Allez, ah oui, bah c'était. Ah oui, on va parler d'essai. C'est pas très gai. On va parler, est-ce que vous avez pensé à la succession ou à la transmission de cette société? On a parlé retraite. Vous avez tous dit que vous aviez la quarantaine, la cinquantaine. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors pourquoi j'ai rajouté cette question? C'est en fait, j'ai appris récemment le décès d'un de nos clients, du patron d'une société pour laquelle nous travaillons. Et je me suis très, très vite inquiétée pour les salariés parce que c'est une situation en fait extrêmement difficile à gérer. Donc, je voulais savoir si vous y aviez pensé. Peut-être David. Ah, tu dis ça parce que je suis le plus vieux, c'est ça? Euh, Non, parce que tu as une donc, famille, des enfants et tout ça. Ouais, toi, toi oui, aussi donc des enfants forcément, là-dessus. Mais... ouais, bah forcément, j'y pense. Après, vu que je suis freelance, ma SASU, au final, entre guillemets, il n'y a que moi, même si je salarie ma femme. Mais c'est plus, on va dire, le côté SCI à côté qui me permet qui va me permettre justement de gérer ce genre de choses, ou la prévoyance, le PER. En fait, c'est tout l'accompagnement qu'il y a autour qui va me permettre de sécuriser un petit peu le fait que bah, s'il m'arrive quelque chose, malheureusement, bah, ma famille, elle sera tranquille, elle sera à l'abri et qu'ils n'ont pas de soucis particuliers de ce côté-là. Et puis après, ils ne peuvent pas vraiment reprendre cette société puisque c'est une Mais activité non, qui est très liée à vos compétences clairement. personnelles. Mm, tout à Mm. fait. L'autre fille, tu as fait quelque chose de ton côté? Pour la succession, non. Pour être honnête, non, parce que je me dis que j'ai encore quelques années. Mais c'est quelque chose que je vais devoir, oui, réfléchir et penser dans les quelques années qui suivent, avant que j'ai 50 ans. Mm. Alors moi, je suis allée poser la question à un notaire, parce que quand j'ai appris ça pour la personne que je connais, lui, ils avaient, en fait, son cousin, je crois, était actionnaire de la société. Donc, la société, elle a pu survivre parce qu'il y avait un pacte d'associés et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était associé dans la société. Sinon, en réalité, les comptes auraient été gelés et les salariés n'auraient plus été payés. Donc, la situation aurait été absolument dramatique. En tout cas, si vous avez des salariés, mais qui ne sont pas forcément votre famille, moi, je vous invite à réfléchir et à aller poser la question. Donc, tout ce qui est succession et transmission, les spécialistes, ce sont les notaires. Un rendez-vous chez un notaire, ça coûte rien, juste pour aller poser des questions. Ça va coûter si vous faites les actes. Moi, je vous invite, en tout cas, c'est très lié à votre situation personnelle, au contrat, si vous êtes marié, si vous avez un contrat de mariage, si vous avez des enfants avec la personne avec qui vous vivez ou pas. Donc, c'est tellement particulier que ce sont par contre des questions à poser.
J'ai vu aussi des freelances qui avaient fait des sociétés où leur femme était à moitié actionnaire. L'avantage en cas de décès, c'est qu'elle récupérait automatiquement la moitié de la société et aussi un quart en tant qu'épouse. Donc en fait, ils pouvaient transférer ainsi l'argent aussi qu'il y avait sur la société directement à leur épouse en cas de décès. Paul, tu as réfléchi à cette problématique? Alors, j'y réfléchis, je n'ai rien fait parce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant, donc je paye mes impôts pour le reste de la société. C'est Par chaud. contre, j'y ai Donc, un peu réfléchi et bon, il y a déjà oui. les statuts de la société qui font que, en cas de décès du gérant, donc de moi, les parts vont à mes héritiers. Du coup, ça devient mes parents ou mes frères et sœurs si les parents sont déjà décédés. Donc, il y a quand même les assets de la société qui vont être redistribués. Il y aura une liquidation de la société, mais en effet, comme l'activité ne repose que sur moi, je ne suis pas allé plus loin. Après, c'est voilà, à titre personnel où en effet le PER joue ce rôle, les assurances vie également. J'en ai à titre personnel. Et je vais voir aussi si du coup, ce sera la prévoyance qui gérera ça avec des assurances décès Mhm. et des capitaux donc, qui seront reversés en cas de décès. Ok. Mais c'est aussi pour ça Ok. que je ne m'étais pas précipité. Après, si par exemple vous créez une société qui fait un produit et que cette société, vous souhaiteriez la transmettre à un de vos enfants, par exemple en cas de décès, ce qu'il faut voir, c'est que la transmission de la société, donc le don des parts à titre gratuit, est en fait imposé à 75%. Donc voilà, une fois que vous savez ça, vous allez réfléchir et aller voir un notaire pour essayer de trouver une autre solution, en tout cas si vous faites ce genre de choses. Pareil, si vous faites un produit, vous allez développer un produit avec un autre associé, pensez bien dans le pacte d'associés à mettre le cas de décès pour pouvoir gérer la situation. On arrive à peu près à la fin. La dernière question que j'avais rajoutée, mais vous y avez répondu, est-ce que vous avez créé une holding ou une SCI? Donc j'ai noté que vous aviez tous les trois des SCI, si j'ai bien compris, ou des projets en tout cas. Et l'avantage de la SCI, c'est aussi pour la transmission. Ceux qui ont des enfants, ça peut être intéressant de leur donner une toute petite partie de la SCI lors de la création pour ensuite justement la société va faire grossir le capital de la SCI. La SCI, quand elle va devenir rentable, va rembourser les avances faites à la société. De son vivant, l'idéal, c'est de liquider la société. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, plus les enfants grandissent, on peut céder des parts à titre gratuit à hauteur de, je ne sais plus, c'est 100 000 euros tous les 15 ans et par enfant. Donc, ce qui permet d'augmenter les parts des enfants tout en gardant euh, ben, le contrôle La de la gestion. SCI. Voilà, Mm. la gestion exactement. Donc, c'est quand Mm. même un très bon élément aussi de transmission de son patrimoine. Plus que d'essayer de transmettre la société si on ne crée pas de produit, ce qui est le cas de beaucoup d'indépendants. Moi, une question que je m'étais posée par rapport à la SCI, parce que je savais qu'une SCI, on peut la créer que quand on est deux. On ne peut pas se faire une SCI tout seul. Il faut être deux, au moins. Et en fait, je crois que c'est toi qui en as parlé tout à l'heure, l'autre fille, on peut créer une SCI avec en fait sa société et soi-même, c'est ça? Et en fait, du coup, on est Oui, deux, personne morale et Oui, personne physique. exactement. Exactement, on peut, oui. Donc, on peut avoir une SCI tout seul en ayant sa personne morale et sa personne physique actionnaire de la société. Ok. Exactement. Par Toi, contre, les David, tu envisages la intérêts création des d'une deux holding, sont c'est ça que tu séparés. disais? Oui, c'est ça, oui. Pardon, excuse-moi. Je Hmm. disais que Oui, c'est les exactement ça. intérêts des deux ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc toi, tu envisages la chose. Est-ce que quelqu'un a envisagé un changement de statut ou est-ce que vous avez déjà fait un changement de statut pour optimiser votre situation? Pas de mon côté. Non. Ok. Si tu fais une holding, elle sera sous forme de URL peut-être, sous un statut différent encore, David? Alors, pas forcément. J'ai vu avec mon comptable, lui partait plus pour une SAS. Donc, à voir. De toute façon, c'est encore en cours de discussion. Le tout, c'est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, avoir un bon expert comptable, avoir quelqu'un qui maîtrise bien, qui évite de vous faire n'importe quoi, parce que justement, moi, j'ai changé d'expert comptable. Celui que j'avais avant, hormis m'envoyer des liens pour aller sur Légifrance ou des trucs comme ça.
m'aidait pas trop. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse réellement m'aider et m'accompagner dans ce genre de sujet. Ok. Le mot de la fin, d'ailleurs, si je vous demande un conseil à un freelance qui s'installe, à quoi il faut qu'il pense en termes de gestion de société? Est-ce qu'il y a des erreurs peut-être que vous avez faites et qu'il faut éviter de faire? Je vais commencer par toi, Paul. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Le conseil, c'est toujours de se faire conseiller, donc d'écouter un petit peu ce qu'on peut dire. Euh, pour moi, voilà, donc l'expert comptable est une bonne personne, un notaire est une bonne personne à contacter, mais j'ai reçu le conseil il n'y a pas longtemps et je cherche justement quelqu'un dans ce domaine-là. Ce serait vraiment un conseiller en patrimoine qui, lui, saura agir sur les différents aspects du créateur d'entreprise. Donc aussi bien la personne morale, la personne physique, et pourra nous donner les conseils pour optimiser tout ça. C'est vrai que quand on est tout seul et qu'au début on a quelques notions, on se lance un petit peu, on fait quelques erreurs. Bon, bah, c'est pas très grave parce qu'au final on paye un peu plus d'impôts, mais on a quand même une carrière derrière pour venir compenser ça, optimiser un petit peu mieux, à s'adapter à sa situation. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça, tranquillement, en sachant que ben, voilà, j'allais perdre plus d'argent que ce que j'aurais pu optimiser au max. Mais l'idée, c'est de monter en compétence petit à petit et de ne pas me surcharger, de ne pas me créer non plus trop de stress vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, voilà, on m'a conseillé une agence qui fait du conseil en patrimoine, qui a l'air un peu plus capée que ceux que j'ai pu rencontrer ou qui m'ont démarché. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vers ça que je vais aller. Ok. Toi, l'autre fille, est-ce que tu aurais un conseil à donner? D'un côté, se rappeler que la trésorerie de la société n'est pas le compte bancaire de la personne, et que l'État va venir se servir parfois à peine en prévenant avant. Par exemple, je viens d'être notifié par l'URSSAF que je leur dois 30 000 euros d'URSSAF, et ils ont prélevé 3-4 jours après avoir été prévenus. Et comme disait Paul, il ne faut pas hésiter à payer un accompagnement par un notaire, faire appel à des experts comptables compétents dans les freelances et faire appel à des courtiers pour pouvoir trouver des placements, des assurances, des PER, etc. Ok, donc le conseil que vous donnez, vous êtes tous les trois d'accord, c'est de faire appel à des professionnels, bien s'entourer, ne pas hésiter à changer de professionnel, un peu comme les médecins, prendre un second avis et bien se conseiller pour faire les bons choix. Après, il ne faut pas non plus aller chercher l'optimisation à tout prix. Je crois que c'est notre côté ingénieur, hein. Avec les courbes et tout ça, mathématiques, on a toujours cherché à optimiser. Moi qui suis physicienne, aussi, j'ai toujours cherché ça. Il ne faut pas forcément tout chercher ça au détriment de votre activité principale. Il faut connaître un petit peu ce qui existe et bien vous renseigner au fur et à mesure, bah, comme vous pouvez le faire aujourd'hui via le webinaire. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils à graver dans le marbre, ce sont simplement des témoignages de personnes par rapport à leur situation et aux choix qu'ils ont faits et qui étaient les plus pertinents pour eux. Voilà. Dernière slide. On arrive à la fin, oui, oui, tout à fait. C'était pour dire bah, qu'on s'arrête là pour cette année. On reprend à la rentrée avec de nouveaux sujets. Si vous avez, on va faire venir encore plus d'invités, encore plus de témoignages de freelance. On parlera toujours évidemment de l'installation freelance, mais on parlera aussi, comme aujourd'hui, on fera témoigner des freelances chevronnés installés pour parler de situations vécues. Je voulais vous dire qu'on a une chaîne YouTube où ces webinaires passent en replay, c'est gratuit. Et pour l'été, on s'est dit que sur la plage ou à vélo, c'était pas très pratique YouTube parce qu'il faut faire tourner l'image. Donc, on vous lance la même chose enregistrée en podcast sur Spotify. Ça s'appelle Ingénieur et freelance et ça, c'est ma tête. Bon, ça m'a beaucoup fait rire de faire la photo. Mais voilà. Et je remercie infiniment David, Lotfi et Paul parce que vous avez déjà participé à d'autres webinaires.
C'est toujours extrêmement intéressant ce que vous partagez. Les freelances nous font de très très bons retours sur ce que vous dites et ça les aide énormément d'avoir des vraies situations. Il y a une erreur, il y a marqué 2 fois Paul Ortola, le deuxième c'est David Breton. Voilà, on a fait une petite erreur de copier-coller, veuillez nous en excuser. Je vous remercie à tous les trois. Bon, 1h04, on est pile dans le timing. Je vous souhaite un bon week-end et puis un bel été. Bel été David, Merci. bel été l'autre fille, bel été Au Paul. revoir. Merci. Merci, bel été à Au vous revoir. aussi. Bel été Salut. également Au et bon revoir. week-end. Au revoir. Bon week-end. Ciao, ciao.